Alors, le tableau de Jan Verhaas, la Revue des écoles en 1878, est un des tableaux les plus populaires du musée. Il est exposé dans le hall de ce qui à l'origine était le Palais des Beaux-Arts et c'est une des premières œuvres qui ont été exposées dans ce bâtiment pour les 50 ans de la Belgique. Mais on ne s'attarde pas sur les 50 ans de la Belgique, ici on est donc 2 ans plus tôt et on voit la date de 1878 sur une balustrade devant le Palais Royal. C'est l'allure qu'il avait à l'époque. Et à ce moment-là, on commémore en fait les 25 ans de mariage du roi Léopold II et de son épouse qui sont là au sommet donc, des marches qui sont fleuries. Et donc ce tableau si populaire aujourd'hui par son charme rétro, avec le défilé des fillettes, est en fait une œuvre assez provocante. C'est une classe de fillettes, jusque-là rien de révolutionnaire, mais elles sont menées par Isabelle Gatti de Gamon qui a mis en place une école et qui est la première école en Belgique avec une instruction laïque qui vise à ce que les fillettes aient une éducation au-delà du seul stade des primaires. Isabelle Gatti de Gamon a eu un rôle extraordinaire pour l'émancipation des femmes. Elle a donc, comme vous l'avez dit, créé la première école secondaire inférieure pour filles à Bruxelles en 1864. Et cet accès à l'éducation des filles a permis l'émancipation des femmes de manière extraordinaire. Même s'il a encore fallu attendre 1876 pour qu'une loi en Belgique permette aux jeunes filles d'accéder à l'université. Il ne faudrait pas penser que tout a été résolu pour autant, bien entendu. En Belgique, les femmes ont encore dû attendre 1948 pour simplement avoir le droit de vote. On oublie parfois que le Code civil reposait jusqu'en 1958 en fait sur la puissance maritale. Ce principe de puissance maritale signifie concrètement que la femme était considérée comme mineure, la femme mariée, et qu'elle perdait toute capacité juridique. Et donc, elle ne pouvait plus administrer ses biens elle-même et pour, par exemple, accepter un travail, elle devait demander l'autorisation de son mari, de même que pour percevoir son salaire, par exemple, ou pour ouvrir un compte en banque. Donc vous voyez le chemin qu'on a parcouru, les immenses progrès qui ont été réalisés depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais, pour terminer, peut-être rendre hommage à toutes ces femmes, ces grandes féministes de l'histoire, parce que c'est grâce à elles et grâce à leur combat que les femmes ont acquis réellement des droits et l'accès à l'émancipation. Il faut toutefois souligner que même s'il reste beaucoup à faire chez nous, ailleurs la situation est encore moins favorable. En matière d'accès à l'éducation, à l'enseignement pour les filles par exemple, dans beaucoup de pays, l'accès à l'éducation primaire n'est même pas encore acquise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 2/3 des analphabètes dans le monde restent des femmes. C'est une toute petite réalisation, un dessin pas très grand, mais pour une œuvre qui prend presque une proportion gigantesque dans notre esprit. Magritte, en mars 1928, ici signe un dessin qu'il a créé à Paris. Le surréalisme veut mettre à jour le vrai fonctionnement de la pensée, sans qu'aucune restriction, aucune censure ne vienne empêcher cet exercice. Et Magritte est très productif. Presque une œuvre par jour. D'ailleurs, ce dessin va donner naissance à des gravures, mais aussi à 2 peintures réellement impressionnantes par leur dimension. Mais on est surtout ici frappé par cette invention qui procède peut-être de la pratique du collage chez lui. 2 images en une, mais en respectant les contours d'une femme, belle intrusion de la silhouette masculine, qui est presque là comme un tatouage, un vêtement, à fleur de peau, elle l'a dans la peau, mais pour chercher à violemment s'en défaire. C'est une image un petit peu qui nous panique finalement. On s'identifie peut-être à cette femme dont cette image, sans que Magritte l'ait pensée comme telle, pourrait être presque une sorte d'image épouvantail sur ce que l'on ne veut pas qu'une femme subisse, une image, une violence faite attenter à la femme. Ce magnifique dessin de Magritte exprime avec une force extraordinaire la violence faite aux femmes. Savez-vous, Jean-Philippe, qu'en France, par exemple, d'après des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, 85% des meurtres conjugaux sont commis par des hommes. Et quand les femmes tuent leur mari, dans les 15% restants donc, c'est dans la moitié des cas parce qu'elles étaient battues.
Donc en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Ce qui est important de constater au-delà de ces chiffres, c'est qu'effectivement la violence faite aux femmes ou les violences faites aux femmes ne sont pas des faits divers isolés, mais elles relèvent d'une violence structurelle, systémique. Et ce système prend ses racines dans les différences de genre, dans l'inégalité de genre et dans les rapports de domination qui subsistent toujours entre les hommes et les femmes. Vous évoquez des situations pour la Belgique, la France, les pays où Magritte a vécu et travaillé, mais qu'en est-il pour le reste du monde? Dans le reste du monde, la situation est même encore plus dramatique et la violence faite aux femmes s'exprime sous des formes extrêmement variées. On assiste à des féticides, des infanticides, l'excision, des crimes d'honneur, des mariages précoces ou forcés, des répudiations, des vitriolages pour dot insuffisantes, des viols comme arme de guerre. Donc la panoplie des violences est immense aux 4 coins du monde. Le catalogue semble infini. En matière de droits des femmes, les avancées sont nombreuses et réelles, même s'il reste évidemment beaucoup à faire, que ce soit sur le plan du respect de l'intégrité physique et psychologique des femmes, ou sur le plan de l'égalité des salaires, ou sur leur accès à des postes de pouvoir, par exemple, dans tous les domaines, que ce soit politiques, sociaux, économiques ou médiatiques, par exemple. Si les avancées sont réelles, elles sont également extrêmement fragiles. On assiste à des régressions en la matière, rien n'est jamais définitivement acquis. Et Simone de Beauvoir, en 1949, dans Le deuxième sexe, le signalait déjà en disant « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ». La lutte féministe garde donc toute sa prégnance et son intérêt.